La vidéo que je vous présente est issue d'un travail de thèse qui a donc duré 4 ans et a été validé par les scientifiques. Le professeur Gilles Combat, Gilles Buxang, Bertrand During et le professeur Roger Sud. J'ai soutenu cette thèse à l'Amphi Durkheim et suite à cette thèse, j'ai écrit un livre, Excellence sportive et scolarité. Ce livre a été présenté à l'émission Canal 32, chaîne locale auboise. Mais en tout cas, c'est pour ça, c'est l'objet du deuxième livre, ouais. justement. Alors, il y avait eu un premier livre déjà, Un filet et des sports, donc un gros pavé. Oui, c'est vrai. Oui, un peu plus de 400 pages, effectivement. Il y a toujours ce lien entre la sociologie et le sport pour pas oublier que vous êtes avant tout un sportif. Oui, effectivement. C'est ça qui me passionne. Ouais. Quand on fait ça, c'est avant tout une passion. Ouais. Et effectivement, si le premier livre s'était axé sur la sociologie et le comportement, le deuxième c'est plutôt axé sur les sciences de l'éducation et sur la sociologie. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend, ce livre ? Alors, déjà, sur ce sujet, je suis intervenu dans 4 colloques. Un dernièrement à Cergy-Pontoise, un autre à Nantes, un autre à Lausanne et un autre à Paris 13. Ce sont généralement des interventions de 20 minutes avec 10 minutes de questions. Mon discours porte uniquement sur l'école primaire, pas sur le secondaire. Mes données ont un peu plus de 10 ans et au début elles portent sur mon neveu, donc Théophane. Mon questionnement part du constat suivant. Vous voyez le planning de sa semaine d'école, avec en vert tout ce qui est consacré au tennis. Donc évidemment, cela mène une question, peut-il tout concilier ? Sur la carte, j'ai positionné la ville de Troyes où nous devions nous rendre une fois ou deux par semaine et la ville de Reims où nous devions aller une fois et où on nous avait proposé même 2 fois par semaine. Sachant que ce sont des grands-parents qui l'emmenaient et qu'ils habitaient Villenox-la-Grande. Ça représentait au total 543 km par semaine, 22 heures consacrées au tennis, on va dire, par semaine, et 27 heures à l'école. 13 575 km. Donc évidemment, ceci était validé par le CTR et par le CSD. Alors évidemment, nous sommes dans une génération de jeunes champions. On peut voir Borg, qui à 13 ans était déjà connu, Yann Silva, évidemment Richard Gasquet qui a explosé à 9 ans. À la gymnastique, au football, nous avons des jeunes qui ont toujours été précoces. Maintenant, c'est un nouveau fait social. C'est-à-dire, il y a des familles qui se consacrent au sport parce que c'est un ascenseur social, ils vont pouvoir gagner de l'entraînement. Alors le sport, c'est un entraînement, évidemment, et un mode de vie donc, qui va changer. Nous nous retrouvons devant la problématique suivante. Du point de vue des différents acteurs, c'est-à-dire l'institution scolaire, l'éducation nationale, les entraîneurs et la famille, comment adapter la pratique du tennis et plus généralement la pratique d'un sport intensive avec les normes éducatives, c'est-à-dire l'obligation de suivre évidemment la scolarité pour les enfants et de suivre toute la scolarité au primaire, sans aménagement scolaire. Nous nous retrouvons devant un paradoxe, devant un dilemme. L'obligation de s'entraîner tous les jours, et de plus en plus jeune en plus, et l'obligation de respecter les droits de l'enfant et d'avoir une scolarité efficace. Donc, il faut s'organiser autrement. Il faut que les familles, avec l'école, s'organisent autrement. Et c'est ce que je vais vous montrer. Il y a des familles qui s'organisent autrement au tennis et dans un autre sport. Maintenant, il faut aussi définir ce que c'est le sport de haut niveau. Pour les plus jeunes, là, pour cela, c'est le meilleur dans la région. Le sport de haut niveau, ça exige une gestion, une rationalité, une approche scientifique pour optimiser la performance, pour optimiser le temps, rationaliser le temps. Ça vient de l'anglais donc
haute performance récurrente. Il n'y a pas de consensus autour de cette terminologie, autour de ce que peut être la précocité. Tout ce que je dis évidemment est appuyé par des textes scientifiques, ce sont des encadrés en vert, c'est ce que l'on appelle des références bibliographiques. Vis-à-vis de la précocité, les sciences de l'éducation ont plutôt une vision neutre, plutôt sur le côté de la psychologie, sur le côté du conseil, alors que le médical, lui, a un avis plutôt négatif par rapport à la psychologie, par rapport à la physiologie. Ça ne va pas causer du bien à l'enfant, mais plutôt du tort. Cette approche précoce dans le sport. Donc évidemment, vous avez différents livres ici que je cite. On irait plutôt sur une vision, nous, qui est positive, parce qu'on va montrer que l'école primaire et le sport, quand il y a une relation intelligente, quand il y a une organisation du temps, ça va déboucher sur une synergie, une dynamique. Et la question, c'est de savoir comment, c'est l'objet de cette recherche, entre autres. Cette société du loisir dans laquelle le sport a une importance considérable est tout à fait nouvelle. Au Moyen Âge, par exemple, nous vivions dans un temps différent. C'était plutôt l'activité religieuse qui avait son importance. À partir du XVIIIe siècle, c'est le temps du travail. Je marque évidemment les références aux auteurs. Et au XXe siècle, on a une baisse du temps de travail, notamment Jean Fourassier, les 40 000 heures. Et XXe siècle toujours, on est dans le temps du loisir. Joffre du Mazier notamment, vers une civilisation du loisir, ou toujours ce Joffre du Mazier, sociologie empirique du loisir. C'est-à-dire la baisse du temps de travail va évidemment engendrer des temps de loisir plus importants, et ça va être consacré notamment au développement de sa propre personne. C'est-à-dire on va être plutôt dans l'individualité. Le développement du capital personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus l'école, il n'y a plus la patrie qui va apprendre, mais il y a d'autres choses auxquelles cet enfant sacré peut s'attacher pour avoir une source de savoir différente. Il y a toujours l'école, il y a les associations sportives, les associations culturelles, le théâtre, etc. Et évidemment, il va y avoir des enjeux de pouvoir. Qui va avoir le privilège de cette nouvelle formation? Un peu les trois. Maintenant, il y a un enjeu éthique derrière tout ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est de la maltraitance? Faire faire autant d'heures de sport, de pratique à un enfant, est-ce que c'est de la maltraitance? Qui va pouvoir dire au stop à tout ça? Alors il y a des philosophes, des institutions qui vont s'intéresser à cela. Il faut poser des limites à cette considération de la maltraitance. Les limites, et voilà. C'est-à-dire, sur un enfant de moins de 10 ans, c'est 6 heures par semaine, et sur un enfant de plus de 10 ans, c'est plus de 10 heures par semaine de sport. Claire Brisset, défenseur des droits de l'enfant, parle également de maltraitance quand on voit cette précocité. Maintenant, je vais observer cette sport pour obtenir des données sur les caractéristiques de cette précocité et voir s'il y a vraiment déjà une réalité sur le terrain. Donc je vais regarder le football, le hand, le volleyball, le tennis, la gymnastique, la natation et le squash. Ce sont aussi des choix de facilité, mais aussi des choix qui sont dictés par le nombre de licenciés. Un nombre de licenciés fort au football et au tennis, moyen handball, natation, gymnastique. Je vais obtenir donc des données sur les entraînements. Et je vais interroger un grand nombre de cadres sportifs et d'enseignants. Donc 564 personnes interrogées, je m'attarde un peu sur la méthodologie, 82 réponses, ce qui est satisfaisant. J'ai particulièrement insisté notamment en téléphonant aux DTN ou DTN adjoints et aux CTR, c'est eux qui ont une vision globale sur l'ensemble du territoire, ainsi évidemment que les entraîneurs nationaux. Donc voici le tableau avec cette répartition. J'ai un peu plus de monde dans le tennis, c'est là que je connais notamment le plus de personnes. Ces personnes dans chaque sport vont donc me donner des effectifs par rapport
au nombre d'enfants qui sont en horaire aménagé. J'obtiens des données sur le nombre d'enfants qui sont détectés ou qui sont sélectionnés et j'obtiens également des données sur le nombre d'heures d'entraînement en moyenne que ces enfants font par semaine. Au hand, à la natation, au volley, on me répond « Ah mais il n'y a pas de recensement à cet âge, nous on ne fait pas ça, on fait ça plus tard, on laisse les enfants tranquilles. » À la gymnastique, curieusement, il n'y a pas de réponse de la fédération. Je vais en avoir par d'autres moyens. Par contre, au squash, on ne va pas se cacher. On va me dire, oui, j'ai une dizaine de jeunes qui sont détectés. Au tennis, c'est pareil. Et au football, évidemment, beaucoup plus. Ce sont des sélections départementales. Par contre, il y a qu'au tennis, la gymnastique, qu'on va retrouver des horaires aménagés ou des enfants qui vont faire l'école à la maison par l'intermédiaire notamment du CNED. Et donc ce sont ces deux sports, c'est-à-dire le tennis et la gymnastique, qui vont particulièrement m'intéresser parce que c'est avec ces réponses-là que je vais pouvoir répondre à ma problématique, c'est-à-dire comment on peut s'organiser. Alors j'ai tout de même les heures d'entraînement par semaine. On voit que c'est à la gymnastique et au tennis qu'il y en a le plus, et c'est donc pour ça que nous avons des horaires aménagés. Donc comme je vous le dis, je retiens ces deux sports et je vais évidemment beaucoup plus chercher là-dessus. Au tennis, je m'aperçois que les enfants qui bénéficient du CNED, souvent des parents qui sont en rapport avec le monde de l'enseignement. C'est évidemment majoritairement la fédération qui va gérer les entraînements. Au tennis, ça va être la fédération et la famille tout de même, avec les BE. Donc je m'interroge sur le type de semaine, autour des compétitions, comment ça se passe, et les résultats scolaires des enfants. Et là, je vais trouver différents types d'organisations, beaucoup plus nombreux évidemment dans ma thèse, que ce que je peux vous présenter ici. Alors c'est un recueil de données important que j'effectue auprès des 16 familles pour le tennis et des 6 familles pour la gymnastique, important mais essentiel pour comprendre tous les différents types d'organisation, toutes les stratégies finalement que vont mettre en place les familles pour pouvoir répondre aux exigences de la fédération, aux exigences des entraîneurs. Alors ce qui est pour moi le plus impressionnant, ce sont les familles qui s'organisent avec le CNED, hein. C'est l'école à la maison quelque part, et là l'organisation est complètement libre. Mais vous avez également les gymnastes aussi qui s'entraînent tous les jours, des fois 2 fois par jour, le midi et le soir. Mais en tout cas, des organisations relativement intelligentes parce que cette mise en place est possible, parce que les enfants ne vont plus à l'école dans ces cas-là, par l'intermédiaire du CNED. Parce que je répète que les horaires aménagés sont interdits dans le primaire, ou en tout cas très très compliqués à obtenir. Dans cette organisation, les difficultés, ce sont les déplacements. On remarque que les clubs sont à proximité. Et donc, pour ces 22 familles, je vais dresser une typologie. Dans tous les cas, la catégorie socio-professionnelle des parents est élevée. Il n'y a pas de famille monoparentale. Souvent, le père et la mère avec un enfant unique dans la moitié des cas, et l'un des parents qui ne travaille pas pour justement pouvoir emmener les enfants notamment à l'école et sur les déplacements, sur les entraînements. Des grands-parents proches qui peuvent aider et quelquefois des déplacements en commun avec d'autres parents, mais c'est un peu plus rare. Cela montre donc qu'il faut des moyens et une grande disponibilité de l'entourage. Maintenant, qu'en pense l'Éducation nationale? J'interroge 268 cadres dans 5 académies, principalement des responsables EPS. 40 réponses, simplement 2 inspecteurs qui sont favorables à l'aménagement scolaire. Alors pourquoi les autres n'y sont pas? Déjà, c'est la loi. Voilà, il y a le discours législatif. Ah ben non, la loi est comme ça, donc il y a pas, c'est interdit les aménagements scolaires, on ne fait pas. Et puis il faut laisser les enfants leur place.
C'est-à-dire ce ne sont pas des adultes, on les laisse à leur place d'enfants parce qu'il peut y avoir des répercussions physiques et peut y avoir des répercussions psychiques, ce qui est vrai d'ailleurs. On voit que l'éducation nationale, que les cadres sont finalement contre cette précocité sportive et des aménagements. Donc, il faut agir. Comment on peut agir? En essayant de remettre l'enfant au cœur du projet sportif, en mêlant les cadres sportifs et évidemment l'éducation nationale. Je vais donc m'appuyer pour proposer des choses sur différents travaux, ceux de Montagnier et de Testu notamment. Les propositions que je fais ne sont donc pas tirées de mon chapeau, mais s'appuient bien sur des travaux scientifiques. Alors pourquoi faire des propositions? Parce qu'on voit bien que le rythme naturel de l'enfant n'est pas respecté. L'enfant a des activités connexes, le sport, là, et que c'est pas en phase avec la famille. Donc ça va être pour qui? Ça va être pour des enfants qui ont plus de 6 heures d'activité par semaine, ou bien aussi, le planning que je vais proposer, ça peut être pour tous les enfants. Avec les différentes propositions ministérielles, et ce que je pense, moi, par rapport à ce que les scientifiques montrent et démontrent, nous allons faire la prospective. Déjà, il faut 5 semaines de cours et 1 semaine de vacances. Il faut cette alternance. Des vacances, donc évidemment, qui vont être plus courtes, réduites de 2 semaines. Il faut également 5 jours de classe, ça c'est montré. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Il faut mettre le mercredi ou le samedi matin. Beaucoup pensent que le mercredi c'est mieux. Parce qu'effectivement, avec le vendredi, que les gens des fois ont en congé, ils veulent partir sur les 3 jours. Il faut des séances relativement courtes et pas mal de pauses. Il n'y a pas assez de pauses. Il faut que les matières soient réparties suivant la chronobiologie de l'enfant et ses capacités, comme l'ont montré d'ailleurs Testu et Montagnier, à assimiler des choses à certaines heures de la journée. En ville, et en tout cas dans les communautés de communes, il faut absolument qu'il y ait la possibilité d'accueillir les enfants entre 7h30 et 19h30. C'est possible. Voici une proposition de planning pour la matinée. C'est la matinée où il y a le plus d'heures. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça s'appuie sur les travaux scientifiques. Notamment avec les variations de performance des élèves, où l'élève est à son maximum, si je puis dire, cognitif, dans la matinée entre 10h et midi. Donc il faut tenir compte de ça, et moi, je tiens compte de ça dans mes propositions de planning. Pour preuve, je place les mathématiques entre 10 heures. Les matières nécessitant le plus de concentration sont placées donc la matinée, avec des récréations, vous voyez, de 20 minutes à chaque fois. C'est la lecture exhaustive des ouvrages en chronobiologie que j'ai pu évidemment faire ces plannings. Voici le planning pour l'après-midi, avec évidemment la place donc importante du sport ou d'autres pratiques entre 14h30 et 16h30. À partir de 16h30, les familles peuvent récupérer les enfants ou les cadres sportifs pour justement placer des entraînements. Les autres restent à l'aide aux devoirs ou les parents les récupèrent, mais en tout cas, l'école s'arrête à 16h30 et surtout, à partir de 14h30, la possibilité d'être dans le milieu associatif. Ici, le récapitulatif des heures que je propose en rapport avec les heures actuelles, un léger différentiel. Pour conclure, il faut donc un projet commun entre la famille qui est au cœur, évidemment, et l'école primaire, qui faut absolument des horaires aménagés, les fédérations. Il faut que les entraînements soient plus proches, soient même dans les clubs. Il faut une organisation du temps sur le rythme de l'enfant, ce qui n'est pas assez fait et proposé par les fédérations, ou du moins par les conseillers sportifs départementaux qui s'occupent de ces très jeunes. Souvent, on dit, si vous ne venez pas au centre d'entraînement départemental ou régional, c'est que vous n'êtes pas assez motivé. Donc si vous n'êtes pas assez motivé, vous ne pouvez pas faire de haut niveau. Et pourtant, le paramètre limitant, dès le premier âge, ça va être la possibilité de déplacement des parents. Et ça, ce n'est pas assez pris en compte. Les champions sont souvent issus de gros clubs, de grosses villes. Il y a peu de champions qui viennent d'un club de campagne, qui est éloigné de 60 km du centre d'entraînement départemental, par exemple.
Et c'est vrai aussi, il y a des parents qui sont capables de déménager pour amener au plus près leur enfant des lieux d'entraînement ou de compétition. Alors comme je vous le dis au début, ce travail s'inscrit dans une thèse. Ce n'est qu'une partie de la thèse et je vous mets donc ici le sommaire justement de ma thèse et vous verrez qu'il y a une multitude d'éléments qui sont liés évidemment à la méthodologie que j'ai employée pour recueillir les données et surtout à tout l'état des savoirs autour de la scolarité et le sport de haut niveau. Et là, je vais également parler du secondaire avec les pôles sport, les pôles France, les dangers de la précocité également, mais aussi le rapport entre l'EPS et les notes des enfants à l'école, évidemment, un travail que j'avais réalisé en maîtrise et en DEA. Ce travail porte aussi sur une large partie prospective, c'est-à-dire que pourrait être l'école de demain avec ses modifications de planning liées aux exigences sportives que j'ai évoquées. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Au revoir et merci à tous.